C'est le 3e millénaire. Depuis plus de 3 milliards d'années, les microbes ont façonné notre monde. Ils sont les maîtres des cycles géochimiques par la puissance de leur colonie inépuisable. Ils sont aussi les seigneurs charognards, grâce à qui des milliers d'organismes sont dégradés chaque jour. De vastes essaims se livrent bataille pour leur espèce dans d'innombrables environnements. Être un microbe en ces temps-là, c'est être l'un parmi d'innombrables milliards. C'est vivre dans le régime le plus cruel et le plus sanglant qu'on puisse imaginer. Observé par le pouvoir de la technologie et de la science. Oubliez la promesse de progrès et de compréhension, car dans les ténèbres du microbiome, il n'y a que la guerre. Guerre. Il y a une rêve dans le script, c'est ça? Ouais. Bonjour. La chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Du coup, parlons de quelque chose qui n'a rien à voir avec la microbiologie. Parlons de prédateurs. La prédation, c'est un mécanisme fondamental en écologie. Ça permet une régulation. Sauf que si on comprend relativement bien la prédation chez les macro-organismes, genre les requins, les loups, les renards, un lapin adulte, tous ces trucs-là, pour les micro-organismes, c'est un peu plus compliqué. Sauf que cette prédation, elle est tout aussi importante. Elle régule l'ensemble du microbiome, qui lui régule les cycles biogéochimiques, qui a donc un tout petit impact sur nos vies. Tout petit. Pourtant, notre compréhension de l'impact de la prédation prokaryote sur les processus bactériens, la mortalité et la dynamique est grandement altérée par notre incapacité à identifier de nouvelles bactéries, prédatrices ou non, et encore moins à quantifier leur activité dans la nature. Et cela tient à plusieurs raisons. Premièrement, le comportement de prédation doit être observé, en concevant des tests. C'est pas si simple. Scientifiques, rigoureux, avec des bactéries isolées. Une tâche exigeante qui va réduire le nombre d'observations. En gros, pour confirmer qu'un micro-organisme est prédateur, il faut le voir boulotter ses proies, ce qui est déjà très délicat. Deuxièmement, la plupart des bactéries ne sont pas facilement cultivables, et c'est encore plus vrai pour les micro-organismes prédateurs, qui sont incapables de se développer en l'absence de proies. Et donc une petite difficulté en plus, parce qu'étant donné que la plupart des proies ne sont pas facilement cultivées, notre capacité à cultiver les prédateurs et à observer les interactions est quand même un peu galère. C'est compliqué, mais c'est compliqué. On rajoute de la galère sur la galère, parce qu'il faut cultiver le microbe, il faut cultiver la proie, et il faut les voir se boulotter. C'est pas facile. Troisièmement, contrairement à d'autres fonctions écologiques importantes comme la fixation de l'azote ou la photosynthèse, on n'a pas vraiment de signature moléculaire spécifique à la prédation bactérienne. On a des pistes, mais on n'a rien qui confirme ça. Du coup, les données métagénomiques, qui sont quand même relativement importantes, et qui sont en expansion, obtenues à partir de l'environnement, ne peuvent pas être utilisées pour définir tel ou tel micro-organisme comme un prédateur. Pourquoi? Eh bien, parce que ce soit des prédateurs ou des non-prédateurs, ils expriment plus ou moins les mêmes gènes. Il y a des petites nuances, mais ils expriment par exemple des piliers de type 4, qui sont des espèces de petits cheveux que les bactéries vont utiliser pour injecter des toxines, des flagelles, qui sont une espèce de tentacules qui vont leur servir à nager, ou des réponses chimiotaxiques. La chimiotaxie, c'est la capacité des bactéries à sentir leur environnement. Elles utilisent leur flair en gros. Bref, elles utilisent toutes les mêmes trucs. Et ça c'est chiant. J'aime la microbiologie, sinon je ferais pas mon boulot de chercheur et je ferais pas une chaîne sur la vulgarisation en microbiologie, mais j'aime aussi l'histoire. Parlons donc d'histoire de la recherche. En recherche, la préparation c'est important. On doit préparer les manips, on doit préparer le matériel, on doit s'organiser. Une mauvaise organisation peut découler un foirage de vos manips. Genre vous avez besoin de cônes pour vos pipettes, mais on a oublié de les recharger. Et on se retrouve avec une pipette inutilisable parce que on peut pas pipeter, parce qu'on n'a pas de cône, parce qu'on a oublié de faire les livraisons, parce qu'on a oublié de commander. Puis il y a Covid, donc ça fait 6 mois qu'on n'a plus de pipettes dans le labo. Et du coup c'est la merde, parce que vous êtes en plein milieu de votre thèse et que justement vous avez besoin de pipeter. Et il faudra bien la finir cette thèse. Bordel de pompe à cul. You know, I'm something of a scientist myself. Mais dans certains cas, être à court de matos, ça peut entraîner des découvertes inattendues, comme en 1962, quand Heinz Stolp s'est retrouvé à court de filtre. T'avais arrêté de fumer? Ça n'a pas marché. De labo, pas de cigarettes. Petit point contexte. Sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Stolp analysait des échantillons en les filtrant. Le but de la manœuvre, c'était de trouver des virus qui bouffaient des Pseudomonas syringae.
Rappelez-vous, Syringae, on en a parlé il y a pas longtemps. C'est la bactérie qui fait geler l'eau et qui entraîne des pluies. Si vous l'avez pas vu, il est toujours sur la chaîne. Sauf que n'ayant plus de filtre de 0,2 microns, petit, il a utilisé des filtres de 1,35 microns, un peu moins petit, qui laisse passer plus de trucs. Parce que quand on filtre un échantillon, on va sélectionner un filtre dépendamment de la taille que l'on veut voir. C'est un peu comme un tamis. En mettant en contact l'échantillon après avoir filtré avec une colonie de bactéries, il a observé rien du tout. Que dalle, nada, peanuts, nope, niet. C'est bon, on a l'idée. Du coup, il aurait dû s'en débarrasser de ces boîtes de pétri, vu qu'elle n'avait rien donné. Oui, techniquement, l'expérience n'a pas marché, mais il l'a pas fait. Quelques jours plus tard, il a vu que les colonies de bactéries ont commencé à se liser. Ce qui veut dire que 1. Il y a un truc qui se passe. Non, c'est... Des fois, c'est tout con. Et 2. Au vu du temps que ça a pris, il ne s'agit pas de virus. Il s'est donc dit, tiens, il y a un truc chelou, autant regarder. Et en observant, il s'est rendu compte que des petites cellules étaient attachées à ces Pseudomonas syringae, et était en train de les bouffer. Et il les appelait Bdellovibrio bacteriovorus. Bacteriovorus, qui mange des bactéries. Alors on peut faire un petit point sur ça. Déjà, si Stolp avait pensé à prendre assez de filtres, il aurait raté ça. Non, c'est... Parce que les cellules de Bdellovibrio sont toutes petites pour des bactéries, mais elles sont pas si petites. Donc s'il avait choisi ces 0,2 microns, donc 0,2 millionième de mètre de diamètre pour les filtres, elles auraient retenu ce prédateur. Donc il les serait passé à côté. Mais en choisissant des filtres qui sont plus gros, mais assez petits pour retenir la plupart des bactéries, il a laissé passer cette toute petite bête, sans le savoir. Un autre truc, c'est que tous les chercheurs ont eu des résultats pourris. Non, c'est... Faire des expériences qui ne marchent pas, ça fait partie du boulot. Tous. Tout le temps. On se dit souvent, ça me fait chier, j'ai quand même passé 3, 4, 5 semaines sur cette manip, poubelle. S'il y a des collègues chercheurs qui regardent cette vidéo, imaginez le nombre de fois où vous avez jeté quelque chose et vous vous êtes dit, j'aurais peut-être pu regarder. Combien de fois on est peut-être passé à côté de quelque chose? Moi aussi ça me fout les boules. Mais Stolp il a pas fait ça. Stolp il avait sûrement le temps et il avait du financement. Alors est-ce qu'il a oublié de les jeter? Est-ce qu'il s'est dit que ça allait pas marcher? On sait pas. Toujours est-il que il les a pas jetés ces boîtes de pétri. Et s'il les avait jetés, on serait passé à côté de ça. Et c'est comme ça que la première pierre sur les prédateurs bactériens a été posée. Les bactéries prédatrices, elles sont relativement petites pour des bactéries. Ça veut dire qu'elles sont très très petites. Elles sont très souvent plus petites que leur proie. Elles ne peuvent donc pas les phagocyter. Mais elles peuvent faire bien pire. Bien pire. Classiquement, les bactéries se nourrissent de détritus ou de substances minérales. Elles sont souvent à la base de la chaîne alimentaire, ou s'occupent des dernières étapes de la dégradation de la matière organique. Sauf que là on parle de bactéries qui sont prédateurs. Elles ne sont pas à la base de la chaîne alimentaire. Elles sont bien dedans. Elles ne mangent pas de dioxyde de carbone, non. Là elles traquent. Elles encerclent et elles attaquent d'autres bactéries. Voire même des fongies ou des prokaryotes. Bref, des trucs qui peuvent être quand même sacrément plus gros qu'elles. Dans ce cas précis, la petite bête, elle mange la grosse. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce groupe ne sont pas vraiment minoritaires, ce sont des groupes relativement importants. Par exemple, les amibes et les virus jouent un grand rôle dans l'écologie en tant que prédateurs. Et bien, les bactéries prédatrices, il se pourrait qu'elles pèsent tout autant, justement, dans la balance. Et ça peut être mis à profit dans de nombreux cas, par exemple en santé humaine ou en industrie. Mais quand on parle de microbes prédateurs, de quoi on parle? Eh bien ce jour on a recensé 4 phyla qui montraient des prédateurs. Les protéobactéries, les actinobacteria, les bactéroïdetes et les chlorophyxi. Bdellovibrio est un des plus petits prédateurs du monde. Elles font 1/5 de la taille d'une bactérie normale. Et elles ont une stratégie un peu spéciale. Elles foncent sur leur proie à grande vitesse, l'impactant si fort qu'elles étourdissent sa proie, si tant est qu'une bactérie peut être étourdie. Une fois fixée sur sa pauvre victime, Bdellovibrio va se mettre à creuser dans la cellule, bouffer tout ce qu'elle peut trouver et se reproduire à l'intérieur de la cellule, une fois que celle-ci est entièrement siphonnée. Ça, c'est le premier prédateur décrit. Attendez de voir les autres. La plupart des recherches portent sur Bdellovibrio, c'est un peu la superstar des prédateurs. Et un groupe assez proche appelé les Ballo. C'est Ballo. Ballo pour Bdellovibrio Unlike Organism. Et ça regroupe que des prédateurs obligatoires, parce qu'on a des prédateurs facultatifs aussi. Ces prédateurs ont tous en commun qu'elles vont foncer sur leur proie et pénétrer dans leurs cellules, demeurant dans le périplasme, puis tuant leur hôte. Par conséquent, leur mode de vie dépend de leur proie dans le milieu naturel. Et s'il n'y a pas de proie, eh bien, les micro-organismes du groupe des ballots commencent à mourir, parce que si elles peuvent plus manger, elles peuvent plus se développer. Naturellement, une fois qu'on a trouvé le premier prédateur microbien, eh bien, on a commencé à en trouver un petit peu partout. Et il y en a partout des prédateurs microbiens, y compris en vous. Mais l'épisode n'est pas à propos de Bdellovibrio. Ça, c'est un qui va suivre après. Du coup, abonnez-vous, histoire de pas le louper. Parce que vous allez voir les prédateurs, il y en a toutes sortes.
plus dégueu. Parce que monde de subtilité qu'est la microbiologie, certains micro-organismes trouvent que Bdellovibrio est un peu trop subtil. On a par exemple le cas de l'Isobacter, qui est un spécialiste de la guerre chimique. Ces organismes s'attaquent à des champignons et sécrètent tellement d'enzymes qu'ils vont liser, ils vont liquéfier le champignon. D'où le nom de l'Isobacter. Liser, fondre, dissoudre. Un peu plus foufou et inattendu, ce sont les Vampirococcus, ou les Vampirovibrio. Et oui, c'est tout à fait ce que vous croyez. Maintenant, la table. Ces bactéries modulent leur cytosquelette, le squelette interne de la bactérie, et vont former des crocs qui vont se fixer à leur proie et vont faire ce que les vampires savent faire de mieux. Ils vont sucer. Le plaisir de sucer. Il y a même des végétariens dans cette famille. Vampirovibrio chlorelavorus chassent des chlorella, ce sont des algues. En même temps, chlorelavorus et ses prédateurs le font si bien que ce sont de véritables fléaux dans les cultures d'algues pour le biofuel par exemple. Si vous avez une contamination avec ces bactéries, vous pouvez dire au revoir à tout votre stock. Alors on a parlé de torpilles, et on a parlé de vampires, on a parlé aussi d'agents chimiques. Mais de quoi on pourrait parler? On va parler de meutes, de loups, de Myxococcus. Il se déplace en troupeau. Les Myxococcus sont des bactéries qui sont souvent comparées à des meutes de loups, de par leur méthode de prédation, même s'il y a des nuances à apporter quand même. Les herpétosiphons sont des bactéries qui ressemblent à de gros filaments, Comme ma bite. qui peuvent être très longs. Comme ma bite. Et ces organismes, ils ont une technique bien à eux. Ils vont chasser en meute, avec dans un premier temps un groupe qui va délibérément foncer dans une colonie et la creuser pour se mettre au centre de cette colonie. Et une fois au milieu, ils vont relâcher des métabolites qui vont dissoudre leur proie. Les daptobactères, eux, ils attaquent des bactéries soufrées pourpres du genre des chromatiums, en traversant la paroi cellulaire, et en pénétrant dans le cytoplasme, et en se divisant à l'intérieur. Un peu comme les Bdellovibrio. C'est une bactérie qui se prend apparemment pour un bactériophage. Les Saprospira, elles, sont des bactéries qui se prennent beaucoup moins à la tête. Elles collent. C'est comme ça qu'elles chopent leur proie. C'est une technique qu'on trouve aussi chez les fungi. Elles se baladent dans l'environnement et quand elles passent à côté de quelque chose, elles vont former un réseau de bactéries où elles vont capturer tout ce qu'elles touchent. Vous allez me dire, c'est quoi l'importance de ces microbes, leur mode de chasse et leur intérêt en biotechnologie? Et bien pour le savoir, il va falloir revenir dans 2 semaines, parce qu'on va continuer cet épisode introductif. Puis après on va parler des Bdellovibrio, des Vampirococcus, des Myxobactères. On vient donc de commencer cette mini-série sur les prédateurs. Cette série, elle a déjà quelques épisodes en réserve, mais à l'heure où je vous parle, elle n'est pas finie d'être écrite, parce qu'il y a énormément d'exemples. Et il y a de quoi dire. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, commenter, liker, de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.